Donc, on est tous à l'aise, contents, ravis d'être ensemble pour cette discussion, en espérant qu'il n'y aura pas de problème technique. Alors, vous le savez, on a des invités de marque pour discuter ensemble de la première étude sur l'écosystème du sport en Afrique. Nos hôtes, Mazar et l'African Sports and Creative Institute, ont mené une enquête qualitative et quantitative auprès de 500 professionnels qui sont représentatifs de la chaîne de valeur du sport en Afrique. C'est une grande première que vous allez écouter aujourd'hui. Alors, on va entendre leur état des lieux du secteur, leur vision des grands défis, des opportunités de la chaîne de valeur du sport africain. Et nous avons donc avec nous le directeur général de Mazar Maroc, Abdou Diop, et Mohsen Abdel Fattah, qui est le directeur de l'African Sports and Creative Institute, ASCI. Ils vont nous présenter leurs constats, puis leurs recommandations. Et puis ensuite, nous ouvrirons la discussion avec nos invités et experts. Nous avons en effet l'honneur et le plaisir d'accueillir la légende du football Didier Drogba, je ne sais pas si on peut le présenter, le PDG de Vivendi Sport et ancienne athlète de haut niveau, Robin Tchalewatchou, et puis le directeur de l'Agence française de développement au Maroc, Mioub Mezouagui. Bienvenue, messieurs. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous interviendrez, nos invités interviendront dans la deuxième partie de ce webinaire. Et on aura évidemment la partie de questions-réponses. Et c'est là que je compte sur vous de l'autre côté de l'écran. Posez vos questions dans la partie conversation sur la droite de votre écran, là où vous avez votre petit message pour afficher la conversation. Vous mettez vos questions et puis on y répondra à la fin de la discussion. Alors, nous allons donc parler du secteur des sports en Afrique en partant de ce constat. L'Afrique, on le sait, voit naître de très, très grands athlètes avec un talent exceptionnel, mais on voit aussi que notre continent tire très peu profit de ce qu'on appelle l'industrie du sport mondiale. Alors, pour poser le débat, je vais simplement rappeler que l'économie du sport inclut évidemment les événements, les droits de retransmission, le sponsoring, mais aussi le marché des équipements sportifs, des textiles, des accessoires, et puis aussi les organisations, les institutions de gouvernance sportive, comme les fédérations, les ligues, les clubs, et les pouvoirs publics, les acteurs aussi du tourisme sportif. Tout ça, c'est l'écosystème du sport, et cette offre de biens et de services liés au sport est en très, très forte croissance. Elle est estimée à environ 1500 milliards d'euros par an, soit 2% du PIB mondial, et l'Afrique ne perçoit que 0,5% de cette manne, c'est-à-dire vraiment pas assez. Alors, le sport, est-ce qu'il est nécessaire de le rappeler, mais je le fais quand même, c'est quand même un moteur de croissance économique phénoménal. Et pour l'ONU, c'est aussi un élément important pour le développement durable parce que ça contribue à la paix avec les valeurs de tolérance et de respect que véhicule le sport. Le sport qui encourage aussi l'autonomie des femmes et des jeunes, qui contribuent à une société plus harmonieuse. Et puis, c'est un formidable levier pour une meilleure santé publique, pour une éducation performante et pour plus d'inclusion sociale. Alors voilà, je vous ai fait l'article pour le sport, mais en fait, je sais que vous êtes tous des passionnés qui êtes déjà convaincus. Et en fait, c'est là que ASCI et Mazar interviennent, c'est que ont compris que l'Afrique a besoin de développer le sport, mais que les données sur le secteur sont très peu nombreuses. Donc, ASCI et Mazar se sont associés pour réaliser la première étude sur l'ensemble de la chaîne de valeur du sport en Afrique, pour cartographier cet écosystème, lui donner la parole et vous proposer des recommandations pour améliorer ce secteur. Et nous allons entrer dans le vif du sujet avec Abdou Diop, qui est le directeur du cabinet de conseil Mazar au Maroc, champion aussi infatigable de la cause africaine. Abdou, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la genèse de cette étude? Merci beaucoup, Estelle. Permets-moi de manifester toute ma joie et mon bonheur d'être là à cette présentation de l'étude. Joie et bonheur pour plusieurs raisons. D'abord parce que on parle de l'Afrique, notre continent, et qu'on en parle avec des gens qui portent haut le flambeau de l'Afrique. Premier élément. Deuxième élément, qu'on est sur un sujet qui est un sujet très important pour le développement du continent
et malheureusement où il y a très peu de données et d'écrits qui est le sujet du sport. Et aussi, troisièmement, parce que je partage ce plateau virtuel avec des sportifs de très haut niveau qui ont porté haut le drapeau du sport en Afrique, que ce soit Robbins dans son domaine, en particulier le rugby, qui est un peu moins populaire que le football en Afrique, mais bon, ça se comprend. Et bien sûr, Didier, qui est star africaine et planétaire et qui aussi porte haut cela, et aussi Mihoub, qui en tant que représentant de bailleurs de fonds, participe fortement au développement de ce sport. Donc, ces différentes raisons font que nous avons le plaisir aujourd'hui, avec ASCI, qui est un des initiateurs de ce grand projet, nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui ce rapport final sur l'étude du sport en Afrique. Un rapport qui a une genèse très logique. Nous sommes, cabinet de conseil et d'audit, donc avec une volonté en tant que consultant d'apporter des solutions, et ASCI, institut spécialisé dans les industries créatives et le sport, qui est producteur de recherche. Donc ensemble, effectivement, nous avons cette obligation et cette responsabilité d'apporter des réponses à des besoins spécifiques, et en particulier du continent. Et dans le cadre du sport, l'un des besoins spécifiques, c'est qu'on a besoin de la donnée, parce qu'il y a très peu de données, et on a besoin aussi d'être les promoteurs et ceux qui font le plaidoyer de cette économie du sport qui, comme tu l'as si bien rappelé, est malheureusement en termes de poids économique pour le continent africain à ce moment très faible, 0,5% du PIB africain, alors que la moyenne mondiale est à 2%, ce qui nous donne une marge de progression très importante, et d'autant plus que l'Afrique a des assets extrêmement importants dans ce domaine. Partout où vous allez sur le continent, vous voyez les gens pratiquer du sport dans les terrains vagues, comme aime si bien le dire Faisal et tout à la Mohsin. Partout où vous lancez une balle sur le continent, il y a des gens pour courir derrière. Et donc, d'une part, et d'autre part, quand vous allumez toutes les chaînes de télé mondiales qui parlent de sport, vous avez des Africains qui portent haut le drapeau du continent, et Robbins et Didier en sont des exemples, hein. Ils ont brillé dans les grands clubs mondiaux, tous les jeunes Africains les ont regardés à partir du continent, parce qu'on est grands consommateurs de sport au niveau international. Donc, comment justement, d'une part, apporter de la donnée, et d'autre part, analyser ce secteur pour voir quels sont les enjeux, quels sont les leviers, pour faire en sorte que l'Afrique bénéficie vraiment des retombées économiques et que ça soit un levier de développement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé cette étude avec trois objectifs majeurs. D'abord, apporter de la donnée en réalisant une première étude sur l'écosystème du sport à l'échelle du continent, mais apporter de la donnée en allant du terrain. Et c'est là où ça va être intéressant, quand Mohsin va présenter les conclusions, de voir qu'on a voulu faire parler les acteurs du continent, les acteurs qui sont sur le terrain, et tout l'écosystème, et de tous les horizons du continent. Donc, deuxième élément qui est pour nous essentiel, c'est de pouvoir identifier et évaluer tous les éléments représentatifs de la chaîne de valeur du sport en Afrique, parce que c'est en les identifiant et en les évaluant qu'on peut apporter des réponses sur quel levier actionner pour que le sport soit un vrai driver du développement économique de l'Afrique. Et dernier point, puisque nous sommes quand même attendus sur du concret et des plans d'action et des éléments de solution, c'est apporter et émettre des recommandations pour poser tous les jalons du développement de l'industrie du sport en Afrique. Et en cela, on vient avec 16 recommandations qu'on aura l'occasion de vous présenter. Voilà un peu le pourquoi de cette étude et de ce rapport, et comment on compte apporter justement notre pierre à l'édifice pour la construction d'une véritable industrie du sport en Afrique.
Merci beaucoup, Abdou. Alors, je me tourne vers Mohsen Abdel Fattah, qui dirige l'African Sports and Creative Institute, qui est le premier organisme dédié à la construction d'un écosystème sportif et créatif africain via la recherche, le conseil et le plaidoyer. Mohsen, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la méthodologie qui a été utilisée pour cette étude? Bien sûr. Merci, Estelle. Bonjour à tous. Donc, en mon nom et au nom de l'équipe d'ASCI, c'est un plaisir aujourd'hui de voir autant de noms familiers qui ont participé à cette étude ou qui nous ont mis en relation avec des gens qui ont pu participer à l'étude. C'est vraiment un plaisir. Et ce que j'aimerais faire pendant 5 minutes, c'est vraiment vous donner le contexte de cette étude avant d'aller dans le détail des recommandations vraiment pratiques. Donc, cette étude, elle a un volet qualitatif et un volet quantitatif. Donc, quantitativement, c'est-à-dire que nous avons contacté 500 professionnels du sport africains qui ont au moins 5 ans d'expérience en leur envoyant un questionnaire en ligne d'une trentaine de questions. Et parmi ces 500 personnes, nous en avons contacté 30 qui constituent, on va dire, un échantillon représentatif du secteur sportif africain pour des entretiens individuels et aller ainsi en profondeur. Et je vous propose de retenir 3 éléments par rapport à notre méthodologie. Premièrement, c'est l'aspect chaîne de valeur, c'est-à-dire que nous avons interrogé des représentants de chaque élément de la chaîne de valeur du sport en Afrique. Donc, en partant des athlètes, des clubs, fédérations, mais en allant aussi vers les équipementiers, les sociétés qui construisent et qui opèrent les infrastructures, les médias, les opérateurs publics, par exemple. Donc, toute la chaîne de valeur, c'est le premier élément. Deuxième élément est géographique. Donc, nous avons 95% des personnes qui ont participé sont des Africains basés en Afrique. Et vous voyez la répartition géographique qui correspond, on va dire, au poids de la population de chaque pays ou chaque sous-région. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, pour finir, si vous pouviez passer au prochain slide, s'il vous plaît. Merci. C'est la fonction. C'est-à-dire que nous avons voulu ne pas seulement nous concentrer sur les dirigeants d'entreprises établies, mais aussi sur des entrepreneurs, sur des cadres moyens ou des gens qui travaillent sur le terrain, en faisant donc une moitié de cadres dirigeants et une moitié d'entrepreneurs et de gens qui sont sur le terrain pour avoir une vue d'ensemble. Et enfin, vous avez 2 éléments à droite qui ne sont pas des critères, mais des observations. Donc, un au niveau de l'âge, donc vous voyez que 60%, un peu plus, a entre 25 et 45 ans, donc une population assez jeune, ce qui n'est pas une surprise. L'élément surprenant pour nous, c'était vraiment la difficulté à trouver des femmes qui travaillent dans le monde du sport en Afrique. Et nous avons vraiment été proactifs, nous avons contacté des réseaux, on va dire, de professionnels, de femmes professionnelles du sport en Afrique, et ça semble vraiment être une caractéristique du secteur, vraiment une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes, et c'est un élément à garder en tête par rapport aux recommandations qu'on vous proposera tout à l'heure. Donc voilà pour la méthodologie. Si nous avançons, je vais vous présenter maintenant quelques, on va dire, enseignements clés à retenir. Donc, le premier qui n'est pas sur cette, on va dire, représenté ici, c'est la première question était sur l'évaluation de l'état de l'écosystème. Et là, 75% des répondants nous ont dit que l'écosystème était faible, voire inexistant. Et lorsqu'on parle d'écosystème, on parle donc de la force des acteurs, mais on parle aussi de leurs relations, leur capacité à travailler ensemble. D'accord? Donc, gardons ça en tête. Et si on regarde maintenant les défis, donc on leur a posé plusieurs questions pour évaluer quels sont les défis particuliers. Et là, vous voyez donc la formation, l'infrastructure, le cadre législatif, qui sont on va dire, des défis récurrents en Afrique, quel que soit le secteur. Et un élément ici, par contre, que je trouve intéressant, c'est l'innovation. C'est-à-dire l'incapacité de beaucoup d'acteurs du sport à créer une offre innovante et ne pas toujours offrir les mêmes produits et les mêmes services. Donc ça, c'est un point intéressant. Ensuite, au milieu, vous avez les opportunités. D'accord? Donc là, la première, le capital humain. Et ce qui est intéressant de le voir là, puisqu'on voit que c'est aussi le plus grand défi. Donc les acteurs se rendent compte que c'est un défi et qu'il y a donc une opportunité à y investir tout de suite. Vous avez l'entrepreneuriat des jeunes et le sport de masse, qui va occuper une place très importante dans notre analyse, c'est-à-dire que nous avons beaucoup parlé en introduction des athlètes de l'élite, donc avec Didier Drogba, avec Robbins, Charlie Wachu, mais le sport de masse, c'est-à-dire investir, donner accès à une plus grande base d'Africains, on va dire un plus grand nombre d'Africains à la pratique du sport, c'est aussi au niveau économique, ce sera aussi le moteur de l'économie du sport pour nous sur le continent. Et enfin, à droite, les tendances du futur. Et là, avec la crise de la Covid,
tous ici, nous avons dû changer nos habitudes. Et donc ça a poussé, on va dire, nos répondants à nous donner 3 réponses pour les axes, on va dire, les tendances du futur. Premièrement, c'est comprendre ces nouveaux modes de consommation des fans ou des pratiquants du sport. Bien sûr, la digitalisation, qui est déjà là depuis quelques années. Et le troisième élément que je trouve vraiment intéressant, c'est l'offre de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Africains grandissent avec du contenu africain, avec du contenu étranger, pardon, et donc toute une réflexion autour de la nécessité de créer plus de contenu africain et par un plus grand nombre de personnes, et pas juste les clubs. Donc maintenant que vous avez ces éléments clés en tête, nous allons finir juste par les 6 grands axes de réflexion qui reflètent, on va dire, le sommaire de notre étude. Donc, on va commencer par le manque d'information, qui est vraiment l'élément clé ici, c'est-à-dire la difficulté pour les professionnels du sport d'avoir des informations de base sur qui sont les autres acteurs du secteur et comment les contacter. Donc, une réflexion sur ce défi et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Une fois qu'on aura créé plus de clarté, on verra les opportunités et ça nous mènera au deuxième grand pilier qui est la formation. Il n'y a pas juste la formation de base, mais la formation aussi à la compréhension des enjeux du sport. Pour on va dire les acteurs du sport, mais aussi pour les acteurs externes. On a tout à l'heure Mioub Mezouagui de l'AFD qui va parler de la perspective d'un bailleur de fonds. Donc ça, l'éducation, c'est très important. Et troisièmement, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est formé, on a besoin de dirigeants d'institutions sportives qui soient formés, mais qui aussi donnent la transparence pour créer cet environnement de confiance qui permette au secteur de grandir. Et les 3 éléments suivants sont là plutôt liés au côté business du sport. Donc, la nécessité de créer un environnement propice au niveau juridique, au niveau légal et économique. Une fois qu'on a cet environnement, ensuite, au niveau de chaque organisation, remettre le fan et le consommateur au centre de la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie est de satisfaire les besoins du fan ou du pratiquant du sport. Et enfin, si on a tous ces éléments-là, naturellement, on sera capable d'innover. Puisqu'on comprendra bien on va dire, les besoins des fans, on sera équipé, on aura la formation pour non seulement satisfaire les fans africains, mais ce qu'on espère aussi, c'est satisfaire les fans du monde entier avec des services et des produits africains de qualité. Donc voilà un petit peu les axes de réflexion que nous allons détailler dans un instant avec les recommandations. Merci beaucoup, Mohsen. Alors, je me tourne vers Abdou. On voit que le secteur sportif est une manne commerciale, mais il doit se réinventer avec un nouveau business model. Totalement. Il est clair que si on veut faire, compte tenu de tous les défis que Mohsen vient de présenter, si on veut faire du sport un vrai levier de développement et profiter de sa manne pour le continent africain, il y a un certain nombre de choses qu'il faut adresser, il y a un certain nombre d'enjeux qu'il faut adresser et c'est ça l'esprit de nos conclusions et de nos recommandations et on vient avec 16 recommandations sur 3 thématiques particulières. Je vais laisser Mohsen présenter la première thématique, ensuite je reviendrai sur les autres. Superbe, merci beaucoup Abdou. Alors, avant de commencer sur la première thématique, je voudrais vraiment en profiter pour remercier à nouveau toutes les personnes qui ont participé, et notamment au niveau des entretiens. Je vois par exemple Valence, je vois Mirado. Donc, je voudrais vraiment tous vous remercier d'avoir partagé vos informations, parce que finalement, nos recommandations sont beaucoup inspirées de votre expérience sur le terrain. Et ce que je propose de faire tout de suite, c'est vraiment nous concentrer sur les recommandations liées aux 2 premiers axes de notre étude. Donc, un, c'est le manque d'information, et deuxièmement, c'est la formation des professionnels du sport. Alors, pour ce qui est de l'information, la première recommandation est de créer un observatoire africain du sport, c'est-à-dire une organisation qui est, on va dire, co-détenue par les acteurs du sport africain et dont la mission est de produire de la donnée de qualité, deuxièmement, de l'analyse de ces données, et troisièmement, qui partage les bonnes pratiques africaines afin que les acteurs puissent s'inspirer de ce qui se passe dans les pays frontaliers. Première recommandation. La deuxième recommandation qui en découle, c'est finalement, si on a plus de données, de faire plus de recherche. Et donc, Abdou a mentionné tout à l'heure le travail que nous faisons, donc nous, à SCI, avec Mazar, mais il serait aussi intéressant d'intégrer les universités, la recherche universitaire, pour pouvoir vraiment comprendre les tendances actuelles, mais aussi nous projeter dans le futur et créer des modèles économiques au niveau des organisations, mais aussi au niveau national.
Et nous avons par exemple interviewé une organisation au Ghana qui ne fait que de la donnée pour le monde du football. Et ça, c'est très intéressant comment ils positionnent ça au niveau de la ligue ghanéenne, non seulement pour leur permettre de comprendre leurs fans, les besoins de leurs fans, le comportement de leurs fans, mais aussi des joueurs. Et ces données-là ont vraiment une importance clé dans, on va dire, la qualité des produits et des services offerts par les acteurs du sport. Donc ça, c'est pour le côté information. Maintenant, si on passe à la formation, nous avons 3 recommandations. La première, qui touche plutôt à la perception du sport, c'est promouvoir le sport de masse et le sport amateur. C'est vraiment clé, c'est-à-dire que plus il y aura d'Africains, surtout les femmes, surtout les personnes, on va dire, moins jeunes, qui ont accès au sport, plus ces gens-là comprendront la valeur du sport au niveau santé physique, mais surtout santé mentale, au niveau lien social et dans plein d'autres domaines, et bien plus nous aurons une base large pour avoir des sportifs d'élite, mais aussi des gens qui ont envie de faire une carrière dans la gestion du sport. 4e recommandation, et là c'est vraiment une très grosse recommandation pour nous, c'est au niveau de l'offre de formation sur la gestion du sport. Donc aujourd'hui, nous avons dans plusieurs pays africains des organisations qui proposent des programmes très intéressants. L'Université de Johannesburg, par exemple, qui a un très bon bachelor, très bon master, qui est décliné d'ailleurs dans plusieurs, on va dire, types de métiers de gestion du sport, ou l'ISM, qui a co-créé un programme MBA avec la Liga, le championnat espagnol et l'ESG en France. Donc là, vraiment, c'est créer plus de programmes de formation, les harmoniser pour faciliter le choix des étudiants, mais aussi le choix des recruteurs, parce qu'ils vont recruter des jeunes cadres, et promouvoir ces formations. Et enfin, le 5e point, qui touche à la déontologie, qui serait de créer on va dire, un code de déontologie et d'imposer, on va dire, la formation et la certification à ce code. Et ça touche à un point qui est très souvent revenu de nos entretiens, c'est-à-dire que le sport a une perception négative qui est due d'un côté au fait que le sport est vu comme un loisir, avant tout, avant d'être vu comme un créateur de valeur, mais aussi du fait des nombreux scandales qu'il y a eu à la tête d'organisations sportives, et nous en avons eu un très récemment, qui du coup refroidit, on va dire, un petit peu les ardeurs on va dire, de partenaires potentiels externes, sponsors, bailleurs de fonds, investisseurs, et donc créer un code de déontologie permettrait d'harmoniser, on va dire, les comportements des professionnels du sport africain et de créer une base sereine pour croître. Donc voilà les 5 éléments clés que je vous propose de garder en esprit. Merci. Merci beaucoup, Mohsen. Je donne la parole à Abdou. Merci, Mohsen et Estelle, pour ces premières recommandations. La seconde catégorie de recommandations est surtout sur la professionnalisation et la commercialisation du sport. On le dit, le sport doit être un levier de développement économique et il faut que le continent africain ait plus de revenus émanant du sport, que l'économie puisse se servir du sport. Ce n'est pas uniquement un enjeu financier, c'est aussi un enjeu de développement puisqu'il faut créer des emplois. Il faut que cette jeunesse qui sera encore plus importante d'ici 2050, puisqu'on prévoit 2,5 milliards d'Africains en 2050, dont la moitié à moins de 20 ans, il faut que cette jeunesse puisse trouver un socle où travailler, où s'épanouir. Et donc, pour ce volet-là, qui est la partie monétisation, ou en tout cas industrialisation du sport comme produit commercial, 6 grandes recommandations. La première rejoint ce que disait Mohsen tout à l'heure sur le sport de masse. Il faut que ce sport de masse soit réellement le pilier de l'économie et du développement du sport en Afrique. Pourquoi? Parce que on a tendance à penser que ce sont les grands événements qui sont générateurs de revenus sportifs. Oui, certes, les grands événements génèrent beaucoup de revenus sportifs, mais pour qu'il y ait une pérennité, il faut qu'on ait ce sport de masse. Il faut que l'Afrique puisse investir sur ce sport de masse. C'est le sport de masse, notamment le sport scolaire, le sport universitaire et amateur, qui vont apporter la croissance, qui vont apporter ces futurs champions, qui vont construire des futurs Didier Drogba, des futurs Robbins, mais aussi des futures personnes qui seront managers dans des activités sportives, qui seront plutôt dans la production de textiles sportifs, etc. Donc, il faut que le sport de masse soit un vrai pilier de développement économique. Second élément extrêmement important, pour développer
une industrie du sport, il faut qu'il y ait des investisseurs dans le sport. Et ces investisseurs ne pourront être là que s'il y a un environnement propice aux affaires. Cet environnement propice aux affaires, c'est à la fois l'environnement juridique, l'environnement fiscal, l'environnement économique qui puisse être propice à l'investissement. Faire venir le secteur privé dans le sport nécessite ce cadre, qu'il soit incitatif fiscal, mais aussi protection de la propriété intellectuelle, qui est extrêmement important en matière de sport. Le troisième élément, et ça rejoint le défi dont Mohsen parlait tout à l'heure, c'est l'innovation. Il faut qu'on ait une vraie innovation dans l'offre commerciale. Des campagnes marketing engagées sur la RSE, sur la gestion de l'hospitality et aussi sur les activations des privilèges, l'expérience des fans. Il faut que l'Afrique soit assez innovative avec, bien sûr, la mise en place de content local en tenant compte de la culture locale. La digitalisation. Aujourd'hui, le Covid a démontré, et en tout cas, peut-être que c'est aussi le contexte dans lequel nous avons fait l'étude qui a encore plus mis sous les spotlights l'importance de la digitalisation. Aujourd'hui, il faut accélérer la digitalisation de l'offre et aussi maîtriser cette transformation digitale pour que les plateformes soient des sources de revenus importants. Beaucoup de sujets, que ce soit la manière de pratiquer le sport, que ce soit la manière d'acquérir les équipements sportifs, que ce soit l'investissement dans le e-sport, la digitalisation est un élément essentiel pour accélérer le développement du sport et en faire un vrai produit commercial. Cinquième recommandation, c'est la compréhension des besoins du fan. Tout le monde est assez unanime pour dire qu'il faut que le fan soit au centre de la préoccupation, soit au centre de l'écosystème du sport. C'est lui le client final de l'industrie du sport. Donc, il doit être au centre de cet écosystème. Il se trouve que jusqu'à présent, comme l'a dit Mohsen tout à l'heure, le fan africain est plus tourné vers ce qui se fait à l'international, vers les événements sportifs internationaux, vers les équipements produits par des marques internationales qu'en local. Donc, il faut que ce fan soit pris comme centre de l'écosystème du sport et qu'on lui propose des produits de qualité parce qu'il a déjà l'habitude de consommer de la qualité et qu'on puisse lui proposer des produits qui répondent mieux à ses besoins. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est aussi un élément important qui parle de produits commerciaux, du développement d'une industrie, parle aussi d'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat, il faut que l'entrepreneuriat des jeunes soit considéré comme une priorité. Les jeunes forment 50% de la population. Cette volonté de s'investir dans le sport doit être développée à travers un esprit entrepreneurial. Donc, après cette deuxième catégorie de recommandations, troisième catégorie de recommandations qui est importante, c'est la gouvernance et le re-engineering du business model. Il faut réinventer la gouvernance et innover dans les modèles économiques. Tout à l'heure, Mohsen a pointé du doigt un élément extrêmement important qui est l'éthique et toute cette je dirais, réputation que pourrait avoir la gouvernance du sport sur le continent. Il faut qu'on ait une vraie réforme de la gouvernance avec la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir administratif, la diversification des équipes de gouvernance, à ramener plus de femmes, plus de sociétés civiles, plus de jeunes dans le sport. Il ne faut pas que ce soit des fonctions qui sont l'apanage, soit de politiques ou de gens qui veulent utiliser le sport comme levier. Il faut qu'on ait une vraie diversification des équipes de gouvernance. On propose également de créer un organisme panafricain de gouvernance du sport qui aura ce rôle de structurer la gouvernance, de suivre l'éthique, de déployer les codes éthiques, qu'on a appelé l'African Sports Steering Committee dans notre rapport. Deuxième recommandation dans ce troisième axe, c'est le renforcement de la collaboration régionale. Les différents répondants sont unanimes pour dire qu'on collabore très peu. Il y a très peu d'exemples qui sont cités de collaboration, à part quelques compétitions de l'afro-basket, de collaboration régionale entre les acteurs. Il faut qu'on ait de plus en plus de collaboration régionale pour à la fois le cadre juridique, harmoniser l'environnement juridique, fiscal et économique sous-régional, mais aussi qu'on ait des stratégies publiques qui sont à des dimensions sous-régionales, régionales, et qu'on optimise l'utilisation des infrastructures sportives existantes. Aujourd'hui, c'est dommage de voir que pour des compétitions africaines importantes, on a des infrastructures qui sont créées pour la compétition, mais qui après ne sont plus
utilisés. On pourrait avoir de la collaboration régionale sur certaines compétitions pour que justement les infrastructures soient partagées et soient utilisées de manière plus optimale. Développement des PPP. Là aussi, les infrastructures sportives ne peuvent pas se développer qu'avec le secteur public. Il faut promouvoir les partenariats publics-privés pour assurer une assistance technique et un soutien financier pour un développement davantage inclusif. Le partenariat public-privé va permettre, que ce soit pour les grandes infrastructures où il faut vraiment apporter de l'événementiel autour de l'infrastructure, ou les petites infrastructures de proximité, que ce soit des petits terrains de football ou des terrains de basket pour les sportifs de tous les jours, il faut qu'on puisse développer les partenariats publics-privés. Et bien sûr, ça ne pourra se faire que si on a ce cadre qui permet d'investir dans le sport. Le sport doit être aussi un élément clé pour l'atteinte des ODD et les engagements des ODD, compris un certain nombre de pays africains. C'est vrai, le sport est une réponse claire aux ODD, notamment sur la question de la santé, la question du bien-être, la question de l'égalité des genres, de la lutte contre les changements climatiques, mais aussi sur d'autres questions comme l'inclusion, etc. Et il faut que le sport soit réellement utilisé comme tel dans les politiques publiques de nos pays et du continent. Et dernier point, 16e recommandation, c'est la valorisation du patrimoine. Il est important qu'on puisse valoriser les patrimoines culturels, immatériels et naturels africains dans la promotion du sport. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais par exemple, la lutte est le premier sport pratiqué et même le sport le plus populaire au Sénégal. C'est un sport traditionnel et qui aujourd'hui est devenu une véritable économie autour de ce sport traditionnel. Il faut que on leverage sur le patrimoine culturel africain. On a beaucoup de sports traditionnels dans différents pays. Il faut qu'on puisse valoriser ces patrimoines culturels et rendre ce patrimoine culturel utile et important dans la promotion du sport en Afrique. Donc voilà, en résumé, les différentes recommandations telles qu'elles ressortent de notre rapport. Mais bon, je pense que elles sont encore plus détaillées dans le rapport et que les uns et les autres auront l'occasion, lorsqu'ils recevront le rapport, d'aller plus en profondeur. Merci beaucoup à vous, Monseigneur, pour ces précisions. Alors, en effet, vous pouvez le rapport dans son intégralité en envoyant aux de l'AFC. On ne vous entend pas malheureusement. Estelle, oui, oui. On n'a pas le son, il est entrecoupé. C'est mieux là, ouais, vas-y. Alors, je vais le réactiver. Est-ce que vous m'entendez mieux? Allô? Vas-y. Est-ce que ça marche? Ça marche, oui. Ah, fabuleux. Merci quand ta technique s'y met. Merci Abdou. Alors, je disais, vous pouvez envoyer par email tous ceux qui sont connectés, un email aux équipes de la SCI ou de Mazar, et puis ils vous enverront l'intégralité du rapport. Évidemment, Mohsen et Abdou restent en ligne avec nous pour répondre à la fin de cette discussion à la partie de questions-réponses. Je vous invite à les envoyer dans la conversation sur votre droite pour laisser les messages écrits et on y répondra tout à l'heure. Alors, je le disais, on est actuellement 107 dans ce webinaire, ce qui est probablement un record et je pense que c'est lié à la qualité des experts qui nous rejoignent parce que maintenant, on va accueillir Didier Drogba, qui est évidemment une légende vivante du football, un géant ivoirien, faut-il même le présenter. En tout cas, Didier Drogba a été, peut-être que vous le savez, candidat à la présidence de la Fédération de football en Côte d'Ivoire. Et c'est à cet égard qu'on voulait l'entendre parce que vous avez entendu, Didier, toutes les idées, les suggestions, les recommandations qui ont été présentées aujourd'hui. Cette question de la gouvernance du sport, est-ce que c'est pour vous un élément important? Bonjour à tous. Je tenais juste à modifier la présentation qui est encore en course pour, bien sûr, pardon. La présidence de la Fédération ivoirienne de football.
Il faut savoir que la FIFA, aujourd'hui, est en train de regarder justement ces problèmes de bonne gouvernance pour la validation ou pas des candidatures. Donc, voilà, on est encore en course, Estelle. Donc, on parle au candidat Drogba. Donc, c'est le moment de nous parler de votre vision de la gouvernance, je pense. En fait, c'est tellement simple, c'est-à-dire que je suis heureux parce que tout ce qui a été, ce rapport qui a été présenté est une merveille, est un bijou pour le continent. Et je tiens d'abord à vous tous vous féliciter. Et je suis vraiment fier parce que je pense que toutes les fédérations africaines dans tous ces différents domaines doivent s'inspirer de ce rapport. Et en effet, la bonne gouvernance est un des piliers de mon programme. Et malheureusement, encore aujourd'hui, le mindset n'est pas encore dans le mindset de nos dirigeants, ce n'est pas encore quelque chose, c'est encore quelque chose qui fait peur. Quand on parle de bonne gouvernance, tout le monde a peur de perdre ses petits avantages, tout le monde a peur d'être remplacé, tout le monde a peur qu'on voit clair en quelque sorte dans leur travail. Mais au final, lorsqu'on veut parler de progrès, lorsqu'on veut parler d'avancée, lorsqu'on veut avoir un continent qui est successful, lorsqu'on veut pouvoir parler de progression, on doit passer par la bonne gouvernance. Voilà. La bonne gouvernance n'est pas forcément une police, mais c'est une manière aussi, c'est un état d'esprit, c'est une manière de s'organiser pour tirer un maximum de potentiel d'un sport en particulier, et là, le football. Une autre question, on reviendra évidemment, mais Didier, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, c'est important de rappeler que vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais vous êtes arrivé petit garçon en France, et puis vous avez suivi le parcours qui est plus classique de repérage des talents et de formation des jeunes, qui a permis d'entrer dans le sport de haut niveau. C'est un qui fait défaut en fait sur le continent. Malheureusement, Estelle, on ne vous entend pas bien. Allô? Est-ce que vous m'entendez mieux? Je ne sais pas si ma... J'ai l'impression que ça... Non, apparemment, la majorité n'entend pas très bien. Hein. Malheureusement. Ça coupe, Estelle. Est-ce que tu peux désactiver juste ta vidéo? Peut-être que ça va être plus clair. Ouais. J'ai coupé ma caméra, mais est-ce que c'est mieux? Pas beaucoup mieux. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de parler? Un peu, je pense qu'on est... Non. Essaie vraiment de couper la caméra, s'il te plaît. Je l'ai coupé. Alors, ça doit être un problème de réseau. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être au moins écrire la question et je la poserai pour toi. Est-ce que c'est un petit peu la qualité Non, c'est pas. C'est toujours en mode peut-être se déconnecter et se reconnecter. C'est pas génial. Alors, c'est l'heure. C'est l'heure, à mon avis. C'est mieux. Je disais que pour ceux qui connaissent votre parcours, vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais après vous êtes parti garçon pour la France et vous avez pu assez rapidement des jeunes sportifs qu'il existe. C'est difficile de
Estelle, on n'entend pas du tout, Estelle. Didier, je pense que je vais prendre le relais de Estelle pour cette question en attendant qu'elle essaye. Ce qu'elle disait, c'est que tu as un parcours où tu es né en Côte d'Ivoire, ensuite tu as grandi, tu es parti très tôt en Europe où tu as grandi dans un cadre qui t'a permis d'éclore et de développer notamment les filières des petites catégories. Et c'est des cadres qui n'existent pas en Afrique. Et est-ce que justement le développement de ce genre de filière, du sport au plus bas niveau, est un enjeu majeur pour le continent? Donc, que tu donnes ton avis sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdou. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai quitté le pays à l'âge de 6 ans pour aller vivre en France. Et de là-bas est née ma passion pour le football. Mais après ça, mon parcours est resté quand même assez atypique puisque je n'ai pas fait les centres de formation, les clubs professionnels comme beaucoup de joueurs, comme mes anciens collègues comme Nicolas Anelka ou je dirais même Thierry Henry, par exemple, qui, eux, à 20 ans, étaient champions du monde. Et moi, à 20 ans, je signais à peine un contrat professionnel en deuxième division. Mais avant ce contrat professionnel, j'étais amateur jusqu'à mes 19 ans. J'étais dans une structure amateur. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de percer très tard et d'avoir une carrière bien plus longue que ses anciens coéquipiers, par exemple, ou collègues. Mais ma chance, en ayant vécu ça, c'est d'avoir eu à vivre le côté amateur, les déplacements, les classements Maratra, où il y a les 3 catégories qui se déplacent ensemble, et puis le côté vraiment famille, qui pour moi, représente le football de masse. Et ensuite, j'ai aussi connu le football d'élite, où en rentrant dans une structure professionnelle, voilà, il y a des objectifs à atteindre, il y a des résultats à atteindre. C'est un sport business, vraiment l'économie. Et c'est aussi pour ça, je le disais tout à l'heure, que je me présente à cette élection parce que j'ai eu la chance de connaître ces différents niveaux qui, pour moi, sont importants dans le développement de notre sport et de nos sports, pardon, et de notre continent surtout. Merci Didier, je pense que c'est effectivement ce qui ressort du rapport en disant qu'il est important qu'on investisse sur le continent, sur ce sport de masse qui peut générer effectivement beaucoup d'activités, qui peut générer de la richesse et qui est aussi un levier assez important. Je ne sais pas si Estelle est encore là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Évidemment, j'ai manqué la partie. Merci Estelle. Il fallait me dire que vous ne voulez pas m'interviewer. Il fallait me le dire. C'était plus simple. Elle l'a fait exprès. Elle l'a fait exprès. Didier a compris, Estelle. Bon, je pense que sa connexion est encore. Je pense qu'il y a une banque qui est en train de télécharger de nombreuses données à côté de toi là et qui utilise toute ta bande passante, Estelle. En tout cas, Abdou, si je peux me permettre, pardon, pour revenir à cette recherche qui a été faite par les cabinets, je pense qu'il y a un dénominateur commun qui revient constamment, même lorsqu'on veut parler de bonne gouvernance, lorsqu'on veut parler de collecter des données, la data, et surtout faire une évaluation, c'est l'éducation. Voilà, je pense que l'éducation est la base de tout développement. Autant l'éducation des acteurs, comme on le dit, les gouvernants du sport, les entreprises, les athlètes, comme vous l'avez cité dans ce rapport, parce que le capital humain est vraiment la force de ce continent. Voilà, vous l'avez dit, on est en 2050, on sera 2,5 milliards, donc, et la moitié
de cette population aura moins de 25 ans. Donc, en éduquant cette population, cette jeunesse, en investissant dans ce capital humain, on pourra obtenir des résultats très rapidement. Voilà, ça, c'est un des leviers, je pense, pour moi, un des éléments très importants. Et puis ensuite, la professionnalisation. Une fois qu'on a pu éduquer, on pourra atteindre la professionnalisation de toutes ces fonctions. Et là, on peut ensuite développer, en fait, ça se fera graduellement et on pourra développer ensuite un leadership fort et avoir une approche commune pour le continent ou interrégionale qui permettra de développer et de mettre en place un écosystème durable. Voilà. Merci, effectivement, Didier, ce que tu dis est essentiel. Et d'ailleurs, c'est un des éléments clés qui ressort dans le rapport sur cette partie, et des conclusions des différents, sur cette partie formation qui est essentielle, avec bien sûr son temps de en tout cas, on est tous contents de te voir t'engager pour la gouvernance du sport et bon, on espère que la procédure va aboutir. C'est pas facile, je sais, mais il faut garder le courage. Et je sais que je sais que tu l'as toujours démontré et que tu vas continuer jusqu'au bout. Je vais donner la parole à Robbins. Donc Robbins, qui a été professionnel de très haut niveau dans le rugby, qui a aussi porté haut le drapeau du continent africain, qui s'est reconverti également et qui aujourd'hui est justement à la tête de Vivendi Sport, qui aussi a lancé un certain nombre d'activités sportives sur le continent, ce qui n'est pas facile aussi. Donc Robbins, peut-être juste avoir ton point de vue global sur le rapport, mais aussi ton point de vue sur cette professionnalisation du sport sur le continent et comment rendre ce sport plus commercial, je dirais, en faire quelque chose de plus professionnel, puisque tu es en plein dedans. On aimerait bien avoir ton avis sur la question. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci mon cher Abdou de m'inviter à ce rendez-vous de webinaire sur un sujet qui, pour moi, à la fois me passionne et je pense est plus qu'intéressant. Déjà, dire que nous ne pouvons pas discuter de la question du sport ou de l'économie du sport sur le continent sans faire un état des lieux. Et je pense que c'est en ça que votre rapport est à la fois pertinent et arrive aujourd'hui comme étant une aubaine. Donc, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas aussi aujourd'hui faire... il faut que dans notre approche structurante de réflexion, nous soyons disruptifs. Pourquoi? Parce que l'histoire nous montre que tout ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent n'a pas marché. Donc, il faut qu'on prenne les choses avec une autre approche et qu'on n'ait pas peur de retourner la table ou tout au moins de faire les choses différemment. Et en ça aussi, je pense que les recommandations de votre rapport et toutes les suggestions et aussi le fait que vous ayez réussi à fédérer autour de cela plusieurs acteurs qui font partie de la chaîne de valeur de l'économie du sport et du sport sur le continent, je pense que là, il naît quelque chose, il y a une émulation. Charge à nous maintenant, chacun à notre niveau, convertir cela, comment est-ce qu'on peut le matérialiser pour éviter de faire que ce soit un énième rapport, ce qui serait pour nous une grande déception. Maintenant, effectivement, depuis quelques années maintenant, après ma carrière de sportif, par passion, par métier, j'essaye avec l'ensemble de mon équipe, notre groupe, nous croyons énormément au potentiel de ce continent, mais on a pris le parti de se dire, une chose est de dire qu'il y a du potentiel sur le continent, une chose est d'aller et d'y faire des choses, de voir comment est-ce qu'on peut participer activement pour créer une économie qui soit vertueuse. Comme disait Didier tout à l'heure, c'est pas facile parce qu'on se rend compte que les réticences sont d'abord locales, elles sont internes. On se rend compte qu'il y a un sérieux déficit en termes de compréhension, de perception de tout ce que ce business, de tout ce que ça peut représenter. Je m'amuse souvent à dire que les politiques ne se rendent pas compte que le principal outil, le meilleur levier qu'ils ont en termes de développement économique, de croissance ou de vecteur de locomotive pour la santé, l'éducation ou l'inclusion, c'est le sport. Sur un continent où la notion même de passion fait partie intégrante de l'ADN du continent. Lorsqu'il y a un match, les gens festoient, les gens partagent quelque chose. Donc, on a tout, mais on n'a pas encore intégré cela. Donc,
si on veut, une fois qu'on a fait le constat, l'idée c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que la première chose, c'est de balayer déjà d'un revers de main cette idée préconçue qui a fait son chemin depuis un moment, de dire que le sport, le business du sport n'émerge pas en Afrique parce qu'on manque d'infrastructures. Je pense aujourd'hui que c'est faux. Sinon, si c'était l'unique raison, montrez-moi un seul pays qui a organisé la CAN depuis des années, qui est la compétition majeure sur le continent, qui a réussi à structurer sa filière de football. Il n'y en a pas. Pourtant, tous ces pays se sont endettés pour construire des stades, pour construire plein de choses qu'on n'a même pas su utiliser 1 an ou 2 ans après. Donc, si ce n'était que ça, le sport roi qui est le foot aurait réussi. Donc là, c'est encore un exemple. Je pense que nous qui avons eu la chance de partir, d'être le produit de cette double culture qui est notre ADN d'Africain et l'expérience que nous avons eue de l'autre côté, il faut qu'on la partage, mais avec des réalités qui sont locales, avec des volontés qui sont continentales. On ne peut pas développer le sport sur le continent sans les Africains, sans partager leur vision et sans la contextualiser la chose. Pourquoi ? Parce que je pense que la démographie dont tout le monde dit aujourd'hui que c'est un handicap peut être pour nous un magnifique une aubaine. Encore faudrait-il voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, demain, que ce soit les problèmes de gouvernance, que ce soit les problèmes de formation de ces acteurs, que ce soit même les problèmes d'éducation, de santé pour le sport, d'inclusion, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on donne quelque chose à cette jeunesse. Il faut qu'on la fédère autour de quelque chose qui va je dirais, qui va aller rappeler en eux ce sentiment d'appartenance que j'ai connu quand j'étais petit et je regardais les matchs Cameroun-Égypte quand j'avais 15 ans, quand j'avais 5 ans, 7-8 ans, ou Cameroun-Nigeria, Côte d'Ivoire-Cameroun, où le continent s'arrêtait. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus âme qui bougeait. Pourtant, c'était 2 pays voisins ou même étrangers qui jouaient. Mais il y avait ce sentiment d'appartenance à quelque chose, de partager quelque chose qui était continental. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à s'en servir, il faut qu'on arrive à se rappeler de ça. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce sont nos parents. Ce sont des gens qui ont vécu ça à un âge adulte pendant que nous étions gamins. Donc, s'ils ont vécu ça aussi intensément, il ne faut pas qu'ils soient égoïstes et refusent que nous puissions poursuivre la suite de cette aventure-là. Donc, il faut qu'on puisse aussi vivre ça. Maintenant... Je vois Didier sourire, là. Voilà. Donc, maintenant, il y a ça. L'autre aspect, c'est de dire, on n'a pas besoin. Vous n'avez quasiment aucune grande fédération dans le monde international où vous pouvez être élu sans la voix des Africains. Vous prenez le foot, le cyclisme, tout ce que vous voulez. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de programmes d'aide. Nous avons besoin aujourd'hui de nous prendre en main, de nous poser les bonnes questions, de voir comment est-ce que nous pouvons structurer notre sport universitaire, notre sport scolaire. Parce que tous les derniers champions que nous avons eu sur le continent sont les produits du sport scolaire et du sport universitaire. Vous pouvez prendre Charles Mbango, vous pouvez prendre... Tous sont les produits, avec des éducateurs qui étaient sortis de nos écoles de sport, parce qu'il y avait encore quelque chose. Il y avait encore une ADN, il y avait encore une substance qui, certes, est tombée en déliquescence avec le temps, dont on ne part pas de rien. Maintenant, il faut donc qu'on se rappelle, j'ai la faiblesse de penser que si demain, nous avons un sport scolaire qui est structuré, un sport universitaire qui aujourd'hui, dans lequel on a un vivier qui pèse, les Jeux africains pourraient être l'étape demain qualificative de l'ensemble du continent pour les JO. Tout à fait. Et voilà, pour l'ensemble du continent. Parce que, comment expliquer que malgré le fait que nous soyons présents, il y a même des disciplines, j'ai même vu des Africains qui jouaient au football, au baseball, des sports dont on imaginait même au cricket. Dans aucune de ces disciplines, quand nous allons au JO, à part quelques exceptions, on a même de la peine à se qualifier pour le second tour, avec un continent qui est aussi jeune. Comment expliquer tout cela? Donc, il faut, je pense aussi qu'un cabinet comme le vôtre, Mazars, ou encore nous qui, chacun à nos niveaux, travaillons, avons envie que ce continent parle de façon collégiale, puisse exprimer pleinement son potentiel, vive en cohésion. Il faut qu'on se dise qu'il est peut-être temps d'avoir une approche qui est plus structurante. Quels que soient les moyens que les États vont mettre aujourd'hui, en sachant qu'ils ont de moins en moins déjà la vocation, encore moins les moyens de leur politique, et là, le sujet du partenariat public-privé que tu évoquais tout à l'heure quand tu as pris la parole, Abdou, a tout son sens. Il faut qu'à l'avenir, les politiques, les pouvoirs dans nos pays comprennent
que le sport peut être aussi pour eux un moyen de stabilité, d'assurer la stabilité dans leur pays. C'est important, il faut qu'ils l'intègrent. C'est aussi un moyen d'assurer une certaine stabilité. Parce que tant qu'il y a quelque chose autour duquel tous les enfants d'un pays peuvent s'identifier, pas juste de façon circonstancielle, quand il y a une équipe de Côte d'Ivoire qui joue avec Drogba dedans, mais quelle que soit la discipline, le hand, le foot, l'escrime, l'équitation, la natation, c'est autant de perspectives, autant de modèles que nous pouvons structurer pour en faire du business. Il faut vraiment qu'on intègre la chose comme ça. Maintenant, il faut qu'on forme. Il faut absolument que nous formions nos frères et sœurs, nos jeunes frères au métier. C'est pas parce que on ne peut pas, tout le monde ne peut pas être DTN, tout le monde ne peut pas être président d'une fédération. C'est pas parce qu'on est un ancien joueur. Il y a un ensemble de savoir-faire, il y a un ensemble une somme d'expérience, de skills qu'il faut avoir. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons envoyer un message positif aux marques pour leur faire comprendre que on a un environnement qui est structuré, on a un environnement qui est vertueux, il y a un ensemble de règles, un environnement qui est réglementaire, fiscal, qui est viable, que ces gens, ces partenaires-là, viendront dans un second temps voir comment est-ce qu'on peut monétiser et qu'on pourra mettre le second étage de la fusée. Mais à mon humble avis, aujourd'hui, ce business-là, il y a les préalables, il faut qu'on revienne à la base. Comment est-ce qu'on va penser, comment est-ce qu'on va restructurer notre sport scolaire, notre sport universitaire? Quel est le contrat de performance qui peut être passé aujourd'hui dans tous les pays entre les fédérations et les ministères qui, à date, sont quasiment les uniques bailleurs de fonds de ces fédérations-là? Comment vous pouvez financer une fédération et ça fait 10 ans, ils sont 50e à toutes les compétitions dans lesquelles ils participent? Comment c'est pensable 15 ans après? Comment c'est pensable? Donc, ce sont ces petites questions élémentaires qu'il faudrait poser. Et je pense que naturellement, si on allie la volonté politique, la structuration de l'environnement, la remise à plat de base, là, quel est le scolaire, l'universitaire, mécaniquement, on arrivera à un second étage. De toute façon, il y aura une telle émulation. C'est ce qui est aussi marrant sur notre continent. Vous savez, tous les projets qu'on porte en Europe, et je vais prendre l'exemple de la télécommunication, il a fallu 20-25 ans en Europe pour qu'on passe du téléphone filaire au portable. En Afrique, on a eu le saut de la grenouille. Je vous assure, il suffit d'apporter un tant soit peu, un peu de structuration, de la visibilité et ensuite des moyens sur le continent pour avoir des résultats probants. Pour ça, pour terminer, je vais vous prendre un exemple. Avec Vivendi Sport, il y a 3 ans, nous avons décidé avec l'Union cycliste internationale d'organiser l'unique étape africaine du championnat du monde de moins de 18 ans. Avant ça, il n'y avait aucun Africain en cyclisme qui était classé dans le ranking mondial parmi les 40-50 premiers. L'UCI a bien voulu nous accompagner dessus. On a organisé la première étape, un Rwandais a gagné, Joseph Ayerouya. La seconde étape, idem. Ce Joseph Ayerouya, c'est le premier Africain à avoir participé au Paris-Roubaix 3 ans après. Il n'y avait aucun Africain qui avait frôlé les pavés avant. Et je m'imagine encore, je voyais ces jeunes Burkinabés qui, sur le continent, rivalisaient avec des Japonais, des Mexicains, des Allemands, des Français, des Monégasques, qui étaient venus compétir avec eux sur le continent. Donc, même dans le mindset de ces gamins, on parle d'immigration, la structuration est complètement différente. On leur fait comprendre que le bonheur, il n'est pas que de l'autre côté. Ils peuvent rivaliser avec les meilleurs, ils peuvent s'épanouir chez eux. Donc, il y a aussi cette approche-là. Merci Robin, je sais que c'est important. Tu parles avec tellement de passion que tu risques de parler pendant 2 heures. Merci, j'espère que j'ai pu répondre à votre sujet. Voilà. Merci. On a la chance d'avoir deux passionnés de leur sport et qui aussi sont passionnés du continent et qui sont passionnés de vouloir faire avancer les choses sur le continent. Donc c'est normal qu'on le sent dans vos paroles et dans vos engagements que vraiment vous voulez que les choses bougent et que les choses ne bougent pas au rythme que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous nous confortez dans les conclusions de notre rapport et surtout dans nos recommandations parce que les éléments que vous avez dit sont totalement en phase avec les différentes recommandations qui ressortent de notre rapport. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous avoir à la fois comme grand témoin dans les questionnaires, mais aussi lors de ce panel, parce que on sait que vous êtes sur le terrain et que forcément, vos insights sont essentiels et traduisent la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Estelle, je continue ou tu es là? J'essaye, Abdou, de me glisser. Tu essayes. Donc, tu as compris, Didier disait tout à l'heure que tu as fait exprès pour ne pas l'interviewer. Donc, je te laisse la parole pour continuer. Et j'espère que tu reviendras à lui pour qu'il ne parte pas avec cette idée-là.
J'ai manqué mes 2 options, Didier et Rosine. Mirou, ne me lâchez pas. Je compte sur monsieur Mezouagui, qui est le directeur de l'Agence française de développement au Maroc. Alors, en fait, l'AFD a développé une plateforme qui s'appelle Sport en commun et qui permet de mettre en lien les acteurs de l'écosystème sportif, mais qui leur permet aussi d'accéder au financement parce que quand même, le nerf de la guerre, l'argent, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Mirou? Dites-moi que je ne vous ai pas perdu. Non, a priori, alors si on ne m'a pas perdu, moi non plus, je vous entends, j'ai bien entendu la question. Écoutez, merci tout d'abord à Mazar, à SCI pour son invitation et je me joins aux autres intervenants pour les féliciter effectivement pour cette étude. Avant juste de répondre à votre question, je crois que c'est fondamental en fait cette contribution. Au fond, ce qu'on se dit quand même depuis tout à l'heure, c'est qu'on a une nécessité de mettre un peu plus d'intelligence économique dans le sport. Et qu'on voit bien qu'au fond, à travers les quelques indications, les quelques indicateurs que l'on puisse avoir, au fond, on n'y voit pas très clair sur ce qu'est aujourd'hui l'économie du sport. La seule chose que l'on sait, au fond, c'est que c'est une économie qui a un fort potentiel. Si on en croit ces indicateurs, l'économie du sport, c'est grosso modo 2% dans le PIB mondial, c'est à peu près 0,5% dans le PIB africain. J'y crois à moitié parce que cet indicateur, au fond, il n'est pas construit, parce qu'il n'est pas mesuré par les instituts statistiques nationaux. Le seul truc que l'on voit, c'est que ça croît plus vite qu'ailleurs. Et donc ça, c'est un indicateur important. Et puis de manière plus micro, plus de terrain, on voit bien aujourd'hui quand des équipementiers font le pari d'investir dans l'économie du sport en Afrique, le taux de croissance à 2 chiffres. Alors je ne veux pas citer pour ne pas avoir de problème avec tel ou tel équipementier, mais voilà. Donc on voit bien que quand le pari est pris, ça produit en tout cas des effets d'entraînement. Et puis c'est une activité qui objectivement est très rentable et qui rencontre un marché. Donc je pense que cette histoire-là d'observatoire, votre première recommandation d'observatoire, elle est à mon avis fondamentale. Et bien entendu, une maison comme l'AFD, très modestement, essaie de produire aussi un peu de contenu, un peu d'intelligence. Alors, on a un ensemble de travaux qui sont très complémentaires d'ailleurs des vôtres. On a des travaux en cours aujourd'hui sur une analyse un peu plus monographique, plus pays, sur des pays comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, le Togo, le Sénégal. Et puis aussi la Côte d'Ivoire, et j'espère qu'on pourra en discuter avec le futur président de la Fédération ivoirienne de foot, le moment venu. Voilà, donc il y a un ensemble d'études comme ça monographiques sur l'économie du sport aussi au niveau des pays, parce qu'on voit bien que c'est des écosystèmes qui sont très différents. Un pays, le continent, c'est géant, et qu'on voit bien qu'il y a quand même des situations très différentes, des besoins différents, et des leviers aussi qui sont différents. Et donc après, on mène aussi un ensemble d'études aussi sur des sujets plus thématiques. Alors je vais rebondir quand même sur ce qui a été dit en introduction. La question du genre est fondamentale, bien entendu. C'est un levier aussi d'inclusion à la fois sociale et économique. Et donc on a un travail en cours aussi sur les liens entre et genre. Voilà. Donc juste peut-être premier point, c'est effectivement en tout cas d'abonder dans le sens de ce qui a été dit. On a, je crois, besoin d'avoir une intelligence de l'économie du sport pour comprendre ce qu'elle est, comprendre ses leviers. Et au fond, on ne peut pas prétendre attirer des investisseurs, mobiliser des acteurs si on ne sait pas quelle est la réalité de l'économie du sport. Alors ensuite, la plateforme, pour répondre à votre question, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Pour répondre à votre super. Alors pour répondre à votre question, au fond, d'une certaine manière, cette plateforme Sport en commun, elle répond, enfin, elle s'inscrit en tout cas dans ce besoin de créer un espace effectivement qui permette effectivement de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir rapprocher. Alors ça c'est important, rapprocher les acteurs du sport et les acteurs financiers nous concernant. On voit bien que ça a été dit tout à l'heure par Didier Drogba et d'autres. Il y a un sujet autour de la gouvernance et au fond la question autour de la gouvernance, c'est aussi la question de pouvoir mieux coordonner les acteurs les uns avec les autres et en particulier les acteurs du sport et les acteurs financiers. Et donc cette plateforme, elle est africaine, elle est basée à Dakar. Pour la petite histoire, en fait, c'est une initiative qui a été prise à l'occasion de la visite de notre légende du football, George Weah, en tant que président du Libéria, et lorsqu'il a été reçu par le président de la République en France. Et en fait, c'est de cette rencontre qu'a germé cette idée de pourquoi pas une plateforme
qui permettent effectivement de donner une impulsion sur les acteurs du sport. Alors, les initiatives qui sont prises au sein de cette plateforme, peut-être pour les donner de manière très schématique, je crois qu'un premier sujet qui est important, c'est de ramener en Afrique les grands partenaires, enfin les grandes locomotives du sport. Et quand je dis grandes locomotives, elles sont très nombreuses, donc je vais en citer deux pour faire très court. Dans le sport du basket, c'est la NBA, et dans le football, c'est la FIFA. Et donc l'AFD, à travers cette plateforme, a conclu deux partenariats avec ces deux grandes locomotives, à la fois pour promouvoir, en tout cas avec la NBA, toute la problématique de l'éducation citoyenne par le sport. On voit bien qu'au fond, le sport, c'est aussi un véhicule d'éducation. Et donc, on est en train, en Côte d'Ivoire, en Nigeria et au Maroc, puisque moi, je suis basé au Maroc, et donc on déploie ce type d'activité ici au Maroc. Avec la FIFA, il y a aussi un ensemble d'initiatives qui sont prises pour promouvoir le sport féminin également. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une problématique fondamentale. Deuxième type d'action, et moi, j'y crois, ça rejoint peut-être ce que vous avez dit, je pense qu'il faut aussi des leaders d'opinion. Des acteurs, des influenceurs, en bon sens du terme, des influenceurs. Et donc, on va lancer prochainement, à travers cette plateforme, un programme Young Leaders. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier des leaders d'opinion dans un peu l'écosystème du sport et puis promouvoir aussi, de contribuer à ce plaidoyer. Autre initiative qui sera prise et qui est prise au sein de cette plateforme, c'est pouvoir... alors, c'est un programme, ça rejoint ce que disait Abdou tout à l'heure sur l'entrepreneuriat, c'est fondamental, promouvoir aussi l'incubation de projets entrepreneuriaux par des sportifs. Alors, rien de mieux qu'un sportif, au fond, pour connaître son économie. Et donc, on va prochainement lancer ce programme d'accompagnement de projets entrepreneuriaux conduits par des sportifs, ex-sportifs, sportifs en cours de reconversion, etc. Et puis, dernière chose qui est aussi important, et ça on pourra peut-être, vous allez peut-être rebondir là-dessus, la question du financement. On est en train de réfléchir pour mettre en place un fonds d'amorçage qui est effectivement cet effet de levier sur l'investissement privé dans l'économie du sport. Voilà. Alors après, je vais peut-être rebondir, si vous me le permettez, Estelle. On est un peu court. Oui, alors je vais être moins long que mon prédécesseur, mais juste peut-être pour revenir sur les recommandations qui m'ont paru très intéressantes. Au fond, je crois que ce qui a été dit par mon prédécesseur est important, c'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas seulement les infrastructures, le sujet, c'est contribuer à structurer, à muscler un écosystème. Et donc, un écosystème, c'est différentes composantes. Et pour moi, ça passe quand même d'abord par une volonté politique. Les quelques indicateurs que l'on ait aujourd'hui, au fond, c'est le poids du sport dans le budget national. Or, si vous regardez cet indicateur, il est compris, alors selon les pays, compris entre 0 et 1% du budget national. Bien sûr que tout ne va pas passer par le budget de l'État, c'est évident, mais enfin, il y a une marge de progrès qui est extrêmement importante. Donc là, il y a un premier sujet qui est l'adéquation entre la volonté politique et puis les moyens qu'un État veut mettre dans une stratégie du sport. Ça, c'est le premier truc qui me paraît important. Le deuxième élément, très vite, puisque ça a été dit, bien entendu, les infrastructures, c'est important, pas que, mais c'est important, et que ça contribue aussi de toute cette attractivité qui peut naître au niveau d'un pays, et puis l'idée apporter aussi un ensemble d'événements. Troisième élément, très vite aussi, tissu entrepreneurial fondamental. On voit bien que les infrastructures seules, ça ne suffit pas, il faut les gérer, il faut les animer, etc. Et qu'on voit qu'il y a un potentiel aujourd'hui en termes de chaîne de valeur sur un ensemble d'activités. On sait qu'en Afrique, il y a aussi une pépite, enfin un trésor, au-delà du rapport ASCI Mazor, qui est effectivement le potentiel entrepreneurial de ce continent. Et donc, on voit bien que l'économie du sport peut être un élément d'entraînement de l'entrepreneuriat. Et quatrième élément, excusez-moi, la formation, ça a été dit, fondamental. Je pense qu'il faut upgrader. Au fond, aujourd'hui, en Afrique, il y a peu d'endroits où on peut se former au métier du sport. Voilà, c'est un constat, il y en a peu. Et donc, ça veut dire que je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui, dans tel ou tel pays, effectivement, de structurer une filière de la formation du sport. Et dernier élément, ça me paraît fondamental, c'est, et j'arrêterai là, Estelle, c'est la question du contenu. Ça a été dit tout à l'heure par Abdou et puis Marcène sur leurs recommandations. L'économie du sport, c'est quand même produire du contenu. Et produire du contenu, qu'on le veuille ou non, c'est de l'événementiel. Et que l'industrie du sport, c'est une industrie de l'événementiel.
et qu'on voit bien le potentiel. Et puis, il n'y a pas de petits et de grands événements. Il y a des événements locaux qui ont une force de frappe, un impact territorial extrêmement important. Et donc ça, il y a quelques pays qui ont réussi, je ne vais pas les citer, mais il y a quelques pays qui ont réussi à installer des événements locaux qui ont un impact local en termes de création d'emplois, en termes de structuration d'une économie du sport. Et puis, il y a les grands événements. Et je pense qu'effectivement, on peut avoir un débat sur l'utilité, pas l'utilité des grands événements. Moi, je pense qu'elles sont très utiles, ces grands événements. Alors, il y a deux choses qui me paraissent intéressantes, au-delà des événements existants. C'est les initiatives qui sont prises d'une part par la NBA avec cette basket African League, qui est de créer un événement africain, voilà, 12 clubs africains, et de faire de cet événement un élément fondamental. Parce que derrière se jouent bien sûr les enjeux en termes de médias, en termes de couverture, en termes de professionnalisation aussi, etc., etc. Donc ça, c'est important. La FIFA, je crois comprendre, mais ça, peut-être que Didier Drogba nous le dira, je crois que la FIFA souhaite organiser aussi un événement spécifique en Afrique. Et donc ça, c'est aussi important compte tenu quand même du poids du football en Afrique. Et puis, dernier élément en termes d'événements de très haut niveau, objectivement, la dernière Coupe du Monde, et j'arrête là, Estelle, la dernière Coupe du Monde de foot en Afrique, elle s'est tenue, je crois, en 2010 en Afrique du Sud. Ça veut dire que le Tour de l'Afrique, il arrive en 2026 ou en 2030. C'est un peu mécanique, ça tourne. Donc, ça veut dire que l'Afrique doit se préparer à accueillir la Coupe du Monde en 2026 ou en 2030. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver des alliances aujourd'hui en Afrique pour essayer de porter une candidature qui soit suffisamment crédible pour pouvoir obtenir cette Coupe du Monde. Voilà, j'en dis pas plus. Merci Mioub. Vous avez cassé le mauvais cercle dans lequel j'étais. Alors je retente je suis désolée. vers Didier Drogba. Ah bah non, pas du tout, c'est moi qui vous remercie. Je retente ma chance vers Didier Drogba en reprenant une question qui vient de nous être posée, qui concerne le sport-études. Et Didier, pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, j'espère que vous m'entendez. Dites-moi oui. Très bien, très bien. Alors, je disais, pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais vous êtes arrivé en France petit garçon et vous avez suivi le parcours le plus classique de repérage des talents et de formation des jeunes. C'est un système qui fait cruellement défaut en Afrique. Je pense que c'est difficile de faire ce webinaire sans parler de la tragédie qui vient d'endeuiller le Sénégal avec ce que le petit Ousmane Doudou Faye qui est mort tragiquement en allant vers les Canaries pour essayer d'entrer dans un club de formation pour devenir footballeur professionnel. Est-ce que finalement l'exil est le seul secret pour réussir pour un sportif africain? Comment est-ce qu'on arrive à créer les outils de repérage des talents petits, jeunes, pour avoir un développement local? Alors, c'est vrai que l'exil sportif, entre guillemets, peut être synonyme de réussite, mais mon retour ici en Côte d'Ivoire est fait pour montrer justement aux Ivoiriens et aux Africains que la réussite qu'on a en Europe, on peut l'avoir chez nous aussi. Il y a plein de pays, il y a certains pays qui, pour moi, sont des exemples. J'ai vu en plus tout à l'heure sur les échanges, un pays comme l'Égypte, 7 fois, je crois, champion d'Afrique. J'ai eu l'occasion de jouer contre l'équipe égyptienne et croyez-moi, il y avait peut-être 2 ou 3 joueurs qui jouaient à l'étranger en Europe. Le reste, c'était des produits locaux du fameux club Al Ahly. Donc, moi, j'y crois. Je pense que l'Égypte est une grande nation de football depuis bien longtemps et ils ont travaillé sur leur écosystème et ils ont fait en sorte à ce que le championnat soit un championnat compétitif, un championnat qui est capable de garder leurs joueurs dans leur club et c'est ce qui leur permet aujourd'hui ce qui leur a permis de rayonner et sur la scène africaine pendant presque une décennie. Donc, je crois très sincèrement qu'on peut éclore ici, on peut sortir d'un centre de formation, comme par exemple, il y a eu le centre de formation de l'ASEC, les académiciens, avec Jean-Marc Diouf. Ça a été fait en Côte d'Ivoire. Des joueurs comme Kolo Touré, Yaya Touré, Salomon Kalou, Gervinho viennent de là. Ils ont fait leur formation en Côte d'Ivoire. Donc,
la formation est faisable ici, en Afrique. Maintenant, je pense que là où on doit se pencher, c'est sur la possibilité, et ça, c'est le travail d'une fédération de football, en l'occurrence dans mon cas, de créer un écosystème qui permet aux joueurs de s'épanouir et de pouvoir gagner leur vie, non seulement, et créer un environnement avec des partenaires privés et publics qui pourront soutenir justement ce projet-là et garder nos jeunes. Merci Didier. On a rompu le mauvais cycle. Alors Robins, je me tourne vers vous. Dites-moi Robins, quand on parle de Vivendi, alors vous avez vu là dans les questions, gros succès de votre intervention, mais aussi grosse demande pour plus d'événements locaux et de contenus qui soient africains. Les entreprises étrangères qui investissent en Afrique, on attend d'elles qu'elles participent à consolider l'écosystème local. Comment faire pour que ces géants étrangers deviennent des locomotives au niveau local? Écoutez, c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis maintenant 1 an. Nous avons revu notre stratégie à Vivendi Sport parce que nous nous sommes dit qu'en organisant des événements propriétaires, nous n'avions qu'une empreinte locale par pays. Donc aujourd'hui, nous avons un pôle servicing et consulting qui a pour but justement d'essayer de partager, de mettre au service des fédérations et des ayants droit l'ensemble des savoir-faire que nous avons dans la chaîne de valeur du groupe. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis capable de déployer, de travailler sur un projet structurant avec la fédération ivoirienne. On travaille avec eux, avec tous nos assets pour dire, écoutez, comment est-ce qu'on pense ce que fera la fédération sur 3 à 4 ans? Comment est-ce qu'on le met en une canne à comment est-ce qu'on pense l'héritage, comment est-ce qu'on les forme. C'est comme ça, ce n'est que dans ce genre de projet sur du long terme que des groupes comme le nôtre pourront justement travailler de façon vertueuse avec les acteurs locaux, avec des pays et avec des fédérations. Donc en fait, accompagner pour que vous partagiez votre expertise au niveau local, c'est-à-dire tirer vers le haut l'écosystème. Exactement, accompagner, mais surtout former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans une de nos offres, pour que vous compreniez par exemple, lorsque nous nous positionnons par exemple sur une structuration, nous nous engageons avec la fédération à ce qu'au sorti, nous ayons formé X tant de personnes à tel métier, à la com du sport, au marketing, au métier opérationnel du sport, en lien avec nos différents partenaires que nous avons. Donc avant même de commencer notre contrat, la fédération peut savoir déjà, ou bien l'ayant droit, ou peut savoir quel va être le gain pour elle en termes d'héritage. C'est-à-dire que nous ne voulons pas juste répondre à un appel d'offres pour livrer un événement et à la fin, le jour J, terminant, on s'en va. Mais avant de commencer à exécuter notre contrat, dans notre cahier de charges, dans le cadre de notre négociation, on vous propose déjà de penser, de structurer la notion d'héritage. Parce que nous pensons, plus il y aura d'acteurs vertueux dans cet écosystème, et plus il sera viable, et plus il sera bénéfique pour tout le monde. Super. Eh ben, écoutez, je me tourne vers Mohsen parce qu'on touche à la fin de ce webinaire. Je voulais vous remercier tous infiniment pour votre participation. Mohsen, le mot de la fin, parce que finalement, ASCI propose aussi des services et souhaite aider à la montée en gamme de l'écosystème africain. Exactement. Et je pense que les différentes interventions, et je remercie encore les panélistes, mettent vraiment en valeur le besoin de plus d'informations, de plus de détails. Et là, nous avons commencé, c'est la première étape au niveau continental, mais l'idée, c'est de mettre à jour ces informations-là et puis d'aller plus profondément. Et une des questions qui a été posée dans le chat était sur le modèle économique. Et cette étude n'a pas pour vocation de créer un modèle économique pour tout le continent. On ne peut pas comparer un géant peut-être comme l'Afrique du Sud avec l'Érythrée, par exemple. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et un des points que je retiens beaucoup, c'est la collaboration avec le privé. C'est-à-dire que le public porte aujourd'hui la charge du... Mais on a entendu Robin s'en parler, par exemple, le privé a beaucoup à apporter en termes de compétences, en termes de mise en relation et en termes d'innovation et d'idées. Et donc, ces collaborations-là à tout niveau, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de l'exécution commerciale, va vraiment aider le secteur à créer plus de richesses. Super. Abdou, le mot de la fin? Merci beaucoup. Je vais commencer mon mot de la fin en remerciant d'abord
nos éminents panélistes qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc, Didier, Robbins et Mioub, vraiment merci beaucoup de votre engagement aussi sur le continent. Et ça fait plaisir aussi de voir parce que c'est des sportifs de très haut niveau venant du continent et qui aujourd'hui se réinvestissent totalement dans le continent, dans la gouvernance, dans le développement de cette économie du sport en Afrique. Et vraiment, nous en sommes fiers. Donc, je profite aussi pour remercier sincèrement les 500 répondants. Vraiment, on a eu des répondants venant de différents horizons. Le questionnaire était assez long, on a eu des interactions avec certains et malgré ça, ils ont joué le jeu et on ressent, et ça nous fait plaisir de voir que les conclusions qu'on ressort sont en phase avec ce qui a été dit ici. Donc aujourd'hui, il est clair que on partage totalement ce que tous nos panélistes ont dit tout à l'heure pour dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire un rapport qui reste dans les tiroirs. On va continuer à être engagé, on va continuer à creuser parce que pour nous, il est essentiel justement que l'économie soit un vrai levier de développement. On a cette responsabilité, on va continuer à le faire et cette coopération entre un institut de recherche qui est ASCI et surtout le premier institut de recherche qui est dédié au sport et aux industries créatives sur le continent puisse être en partenariat avec nous pour pouvoir justement lancer ce genre d'initiative. Et je pense que ce qui a été dit, que ce soit dans la discussion, dans les résultats de l'enquête, nous motive et nous encourage pour justement continuer cela. Et je pense que nous serons très heureux de pouvoir collaborer avec Didier, avec Robbins, avec Mioub sur ces sujets-là pour vraiment renforcer le développement en attendant les prochaines étapes. Donc voilà un peu ce que je voulais dire comme mot de la fin. Alors, merci à tous. C'est la fin de ce webinaire. Je tiens au nom de Mazar et de l'African Sports Creative Institute à remercier nos experts, Didier Drogba, Robbins Chaliwachu et Mioub Mezouagui. Merci infiniment pour votre temps, votre patience, votre générosité dans vos conseils, dans vos idées. Je pense que ça nous inspire tous à continuer. 1000 merci aux 106 personnes qui sont restées et je crois qu'on a atteint plus de 110 personnes pendant ce webinaire. Vous pouvez évidemment continuer à échanger avec les équipes de Mazar et ASCI, vous envoyez des emails, vous recevrez le rapport dans son intégralité. Ce n'est que le début d'un grand projet pour le sport en Afrique. Un grand merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui ont rendu ce webinaire possible. C'est l'équipe de Mazar qui est aux manettes. Un grand merci là-dessus. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, vous restez masqués, en bonne santé. Ça nous permettra de tous nous retrouver l'année prochaine avec un peu de chance autour d'un thé à la menthe à Casablanca ou un bon bissap à Abidjan ou à Dakar. À très bientôt. Très bientôt et merci. Merci à toi aussi, Estelle.